m'abuse. La masterclass. Ah là, j'étais trop au croc quand je l'ai vu utiliser Haki des Rois. Je me suis dit, enfin, c'est validé. Enfin, Oda nous régale. Ça y est, ça veut dire qu'ils sont vraiment puissants et ça m'étonnerait même pas qu'ils le revêtissent. Je pense pas que Oda va leur donner le Haki des Rois sans qu'ils puissent le revêtir. Les démons, oh Dieu. C'est trop marrant parce qu'on a dit exactement la même chose. Je me suis dit, imagine les gars, c'est un pacifista d'il y a 800 ans et c'est juste un pacifista d'un ouais, d'un tireur de continent, tu vois. Un cyborg même, un peu comme Kuma. Pas comme un pacifista, mais plus comme Kuma, tu vois. En fait, le robot, il a vraiment une dent contre le gouvernement mondial. Il les déteste, tu vois. C'est son but il y a 200 ans, c'était de détruire Marijoa, de détruire les Gorosei, de détruire les Tenryubito, tu vois. Et là, s'il voit les Gorosei, pour moi, la première chose qu'il va faire, c'est combattre avec. Donc ensuite, il y avait la petite référence par rapport à Laputa, là, le film de Miyazaki, Le Château dans le ciel. D'ailleurs, les poneglyphes, les cubes avec les récits anciens viennent de ce film. Ils ont vu le géant, bah eux, ils ont tout de suite arrêté de danser. Et alors, le robot s'est éteint. Vous avez compris, le but de Luffy va être de conjurer du coup 800 ans d'histoire en détruisant Redline et de ramener les mers à une mer unifiée. All Blue, le rêve de Sanji, tutti quanti, tout le monde est content et surtout la découverte à nouveau du royaume antique où tout le monde est le bienvenu pour faire la gigantesque teuf et de danser autour d'un arbre qui lui va pouvoir enfin respirer. Homme, poisson, mix, humain, lunarien, chandien, skypéen, tout le monde peut venir, tout le monde est le bienvenu et main dans la main on fait un gigantesque banquet. Au final ce serait le même message que l'on retrouve dans les deux œuvres, celle de Miyazaki et celle de Oda. L'humilité de l'être humain face à la nature, libérer l'arbre et le laisser vivre. Mais alors, il y en a un qui est pas trop d'accord avec libérer les gens, c'est Rob Lucci. Mais alors, Rob Lucci qui est extrêmement digne dans la défaite. C'était très surprenant, le dessin le met vraiment en valeur et j'ai énormément apprécié ce passage. De ouf, les gars, j'arrête pas de vous le répéter, c'est un délire. Je sais pas pourquoi Oda il a fait ça. J'ai l'impression qu'il aime bien Rob Lucci de ouf, hein. Je pense qu'il avait peut-être prévu un meilleur avenir pour lui. Il a pas pu lui donner, mais du coup, il lui a donné une belle, ouais, un bel échec, on va dire, tu vois. Parce que là, franchement, c'est légendaire. Surtout que Zoro, ça le met pas du tout en valeur, tu vois. Même si Zoro, il est plus fort, tu vois, ce qu'on savait, tu vois. En vrai, je pense qu'il n'y avait pas de débat, tu vois. Euh, Ça l'a quand même pas du tout mis en valeur, tu vois. Tout le monde s'est dit, ouais, Zoro, qu'est-ce qu'il fait et tout. Ça me rappelle un peu Sanji à Wano Kuni. Quand Sanji il allait voir des meufs et tout, pendant que les autres ils se battaient et tout, tu vois. Et du coup, ça le mettait pas en valeur, Sanji. Et je sais que Oda, il adore faire ça, tu vois, pour changer un peu la vie des gens sur les personnes, tu vois, pour éviter qu'on les porte en trop haute estime, tu vois. Et ça, c'est des gars qui sont récurrents depuis le début du manga. Les gens oublient souvent parce que ça fait très longtemps, tu vois. Vu qu'ils relisent pas, ils voient plus ça, mais c'est quelque chose qui est très récurrent, tu vois. Sanji, tout le temps, il a perdu contre des femmes. Il s'est même déguisé en femme, carrément, à un moment. Donc, le voir ouais, glow down un peu, ça le fait. Ensuite, pour Zoro, Zoro, il a été trop mis en avant. Truc que j'adore, tu vois, je kiffe. Mais le problème, c'est qu'après, comme je vous le dis à chaque fois, il y a un truc qui est né, c'est l'effet Zoro. Et le délire, c'est que l'effet Zoro, ça fait plus de mal à Zoro. Parce que l'effet Zoro, pour vous expliquer vite fait, pour ceux qui savent pas, en gros, c'est le fait que les gens, à force que Zoro, il ait trop de classe, trop de charisme, etc., ils le mettent en trop haute estime, tellement haut qu'ils le surestiment de malade, tu vois. Ça me rappelle un petit peu les gens avant Wano Kuni, où ils pensaient carrément que Zoro allait battre Kaido en 1v1 parce que parce qu'en fait il avait jamais perdu de combat depuis l'ellipse, tu vois. Tellement il était fort, tu vois,
il goumait tout le monde en un coup facile, tu vois. Et en fait, le voir jamais galérer, ça nous a mis un espoir dans la tête, comme quoi il était devenu vraiment trop fort, voire potentiellement plus fort que Luffy. Je me rappelle, il y a eu beaucoup de théories là-dessus. Et au final, on l'a vu contre King, rééquilibrage, recalibrage, et tout se passe à merveille. Mais ça n'a pas mis Zoro, ça n'a pas fait baisser l'estime qu'on a de Zoro, tu vois. Ça a plutôt fait monter l'estime qu'on a de Kaido et même de King, tu vois. Donc, je pense que là, Oda, il est en train de recalibrer ça en mode Zoro, on le fait réussir parce qu'il peut pas perdre, mais on fait en sorte que gagne, mais pas de la manière qu'on veut, tu vois. Même si ça reste une victoire, une belle victoire, il a mis trop de temps, il s'est passé trop de choses. J'ai l'impression que Luffy et Zoro, c'est du grand n'importe quoi. Malgré qu'ils soient masterclass, ils ont tout raté. Franchement, ils ont tout raté. Luffy, il a raté sa mission de protéger Vegapunk et de l'emmener hors de l'île. Et Zoro, pareil, il avait juré de. Je sais pas moi. Enfin, il n'avait pas juré, mais il avait dit comme quoi il y avait plein de choses à faire en mode. On va. On va protéger les siens, on va essayer d'avancer. Et en fait, là, j'ai l'impression que c'est plus la, son ego qui a parlé, tu vois. Son ego, même sa victoire, on dirait qu'il l'a grâce à son ego. En mode. En mode. En mode, ouais, Sanji lui a parlé et bam, il l'a découpé, tu vois. Ça lui a pas plu, donc il a fait le taf. Et après, alors que Lucci était carrément KO, il voulait y retourner alors que Jinbei lui dit non, mais frère, on a autre chose à faire. Tu t'as bien senti le haki qui arrive là et toi tu veux retourner au combat? T'es chelou. Enfin voilà, vous avez très bien capté où je voulais en venir. Et Tonton Bar qui nous a dit Tonton Zoro, Kill Kaido, des grosses théories. C'était lourd en plus, Mais j'adorais moi. justesse effrayante Mais de il voir fallait un rester tout cohérent petit peu aussi. d'humanité dans cette machine de guerre. Rob Lucci, ça y est là, à genoux face à cette gigantesque créature. Déjà, la perspective était magnifique. Il demande à ce que Kaku soit épargné. Il considère Kaku comme son compagnon. Ça Parce c'est que lourd. Rob Lucci, c'est un personnage qui ne bouge pas sur le fond comme sur la forme. Depuis tout petit, il est endoctriné. Depuis tout petit, son corps comme sa tête ne bouge pas d'idéologie. Il ne sait pas ce que c'est la tolérance, il n'a jamais voulu reconnaître les autres, il est toujours le pantin du gouvernement mondial. Mais là, tout tremblant, tout faible, il demande juste à ce qu'on épargne son pote. Ça fait référence directement au chapitre 491, ou en tout cas, à partir de ce chapitre-là, les mini-aventures du CP9 commencent, et vous remarquerez, tous les membres du CP9 se donnent corps et âme pour pouvoir donner du flouze et payer les soins médicaux de Rob Lucci. Tous, là, vraiment, ça fait les saltimbanques dans la rue, l'autre, elle fait le nettoyage sur les toits. Pendant des jours et des jours, ils font tout ça, et c'est la mission d'ailleurs, sauver Rob Lucci. De ce fait, je C'est trouve propre ça. qu'il y a une certaine unité très fraternelle, et ça me fait penser que le reste du CP9, toujours en train de dormir à Marie-Joise, on l'attend toujours, mais Shiroda ne les a pas oubliés. Ça montre que Rob Lucci a sans doute encore 2-3 cartes à jouer, surtout quand il va retrouver ses anciens collègues. 責任の所在をあんたに引き受けてもらっちゃ困りやす。あの凶悪な海賊を王家七部会という制度のもと一国の王と認めこの地に君臨させたのは紛れもねえ世界政府にござんす。 De l'autre côté, nous avons Kizaru allongé au sol qui assume enfin qu'il a besoin de prendre des vacances. Voilà, il assume les RTT, ça y est, il va se calmer parce que un détail très important, c'est qu'il cache ses yeux. On vous rappelle que les amiraux dans One Piece ont tous leur propre vision de la justice. Elle peut être absolue, plus modérée, plus extrême ou moins. Et cela, Eiichiroda va l'illustrer avec leur regard. Tous les amiraux de One Piece, ou presque, portent des lunettes. Regardez ce spectre, nous pouvons voir que de Aokiji jusqu'à Akainu, plus les personnages vont avoir des verres opaques, plus ils vont cacher leur regard. Et ainsi, Moi, je pense plutôt que c'est en rapport avec les yeux. Pour moi, c'est pas les lunettes, c'est que ils montrent pas leurs yeux, tu vois. Et même Isho qui a pas de lunettes, il montre pas ses yeux parce que il est aveugle, tu vois. Et je pense que c'est une manière métaphorique de dire que toutes ces personnes, ils voient pas.
Ils sont entre guillemets aveugles et ils voient pas la justice. Je le vois comme ça, moi. Ne pas assumer le gouvernement mondial. Ainsi, au chapitre 1104, l'amiral Borsalino Kizaru, en pleine dissonance cognitive, devant choisir entre les poteaux ou le boulot, Et là, le fait qu'il casse ses yeux à chaque fois, pour rebondir, pour moi, c'est le fait qu'il veut pas voir. Tu vois, ça montre un petit peu le fait que il veut pas voir la réalité. Il veut pas voir la réalité du gouvernement mondial. Il veut pas voir la réalité du fait que ils sont traités comme des insectes. Il veut pas voir la réalité qu'il a dû tuer son ami pour obéir à des personnes qui sont abjectes d'un côté, mais qui sont aussi des personnes en qui il peut pas avoir confiance, vu que eux, ils le traitent comme un insecte, tu vois, des personnes qui ne le respectent pas. Donc pour moi, le fait de cacher ses yeux, ça veut dire qu'il veut pas voir la réalité. entre l'amour et le devoir, nous disait qu'il aurait dû prendre avec lui des lunettes plus teintées pour cacher son regard et ne pas se ridiculiser. On voit que ce fut le cas pour ceux qui ont quitté la marine. Je dis bien quitté la marine, Zephyr et Aokiji. Et ainsi, l'auteur, avec cette magnifique métaphore, nous indique que Kizaru est en train, mentalement, idéologiquement, de quitter la marine et le gouvernement mondial. Chose que, à l'autre bout du spectre, Akainu ne fera jamais. On le voit avec sa vision de la justice extrême, il a un regard toujours perçant, il ne le cache pas et son regard bouillonne. Vous l'avez donc compris, son regard est totalement opposé à celui de Fujitora aveugle, qui, il y a bien longtemps, a décidé de fermer les yeux sur les agissements du gouvernement mondial. Voilà pourquoi le tigre et le chien sont toujours en désaccord. Aramaki, lui, porte des lunettes mais va carrément les enlever. Reste donc à voir ce que Aramaki pense réellement. Mais pour le moment, vous l'avez compris, Kizaru, au milieu de ce spectre, lui, a le cul entre deux chaises. Lui, il est indécis. Alors pour le moment, et j'ai trouvé ça super beau, car depuis le début et avant de prendre sa décision, il décide de garder sa pudeur et de cacher ses yeux. Quoi qu'il en soit, il reste 6 minutes. 6 minutes qui vont se transformer du coup chez nous en plusieurs mois, puisque Shiroda va prendre sa pause. Et le premier questionnement qui nous vient à l'esprit, c'est comment va faire Vegapunk pour protéger son message en 6 minutes, alors que tout le monde prend la fuite. Ça y est, Luffy, qui était pourtant la plus grande force alliée sur l'île, décide de prendre la fuite avec les géants face à la trop grande puissance du Golosei. Mention spéciale à Uki, l'oiseau géant de Kin, qui fait avec son haki monumental détruire carrément toute l'île. Alors, si je ne m'abuse, La masterclass. Ah là, j'étais trop croque quand je l'ai vu utiliser Haki des Rois. Je me suis dit, enfin, c'est validé. Enfin, Oda nous régale. Ça y est, ça veut dire qu'ils sont vraiment puissants et ça m'étonnerait même pas qu'ils le revêtissent. Je pense pas que Oda va leur donner le Haki des Rois sans qu'ils puissent le revêtir. c'est la plus grande Masterclass. démonstration de haki de toute l'œuvre, du haki des rois, et ce fluide va même surpasser du coup la démonstration physique de Shanks sur le bateau de Barbe Blanche, où Ouais. il avait réussi pour la toute première fois, pour les lecteurs, à craqueler l'environnement et donc le bateau, le Moby Dick. Ici, des immeubles, c'est du jamais vu. Et c'est d'ailleurs, j'ai trouvé ça très impressionnant de voir que Luffy, les géants, tout le monde est choc-barre, alors que c'est Luffy. le Luffy, on n'en parle pas assez, et je vous jure à quel point c'est un truc de baiser quand on y pense, c'est qu'il perd tous ses trucs, mais même ses cicatrices, Ouais. et on le voit, il les remet. Genre, j'aurais jamais pensé ça dans One Piece, mais disons-le, il y a une case de Monkey D. Luffy qui tient dans ses mains sa cicatrice. Le mec tient sa cicatrice. Putain, ça m'a C'est un rendu fou. autocollant, c'est un Je autocollant, vous- il la remet après. Je vous jure que ça va C'est me faire trop des- une bonne idée. Je pète les plombs. Il faut... les Mugiwara part, Zoro, Tutti Quanti, Jinbei, c'est parti, Luffy, c'est parti, les géants, c'est parti, Bonnie, Kuma, c'est parti, Caribou, surtout la plus grande puissance des Ged, est parti, Tussi est KO, Kaku est KO, je crains qu'il ne reste plus que les Séraphins. Finalement, sur le Labo Phase. Étrangement, ils ont été coincés donc dans les bulles par un miracle certain de Vegapunk, peut-être un dernier last stand. D'ailleurs, c'est vrai, les séraphins, ils sont là et on les a entendus. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, Oda, il place jamais rien au hasard. Si Lucci a dit à Mars qu'il y avait les séraphins au sous-sol, c'est que les séraphins, ils vont être utiles. Euh, Théo qui nous dit, je m'en fous du Gorosei, je veux que Garp ait le HD. Non, moi je veux pas. Je veux pas parce que
Ce qui serait magnifique avec Garp, c'est qu'il l'ait pas et qu'il soit ultra puissant, tu vois. Moi, ce que je veux, c'est pas vraiment qu'il ait le HDR, mais je veux qu'il soit reconnu à sa juste valeur. Je pense qu'il est vraiment très très fort et que même sans HDR, il a pu quasiment rattraper les personnes les plus puissantes du monde, tu vois. Qu'il était facilement dans le top 10 de son époque, tu vois. J'espère. Après, c'est compliqué, mais quand je dis top 10, c'est... on enlève entre pirate et marine, voilà. Top 10 de son époque entre pirate et marine. C'est compliqué, mais c'est pas impossible, j'espère. Aurait pu les libérer et je vois que eux comme individus capables d'arrêter les Tsu. Alors, après, le Gorosei a l'autorité sur les séraphins. Alors, oui et non. Parce que on a déjà Sbire, il y a moyen que ce soit toujours. On le sait pas encore, on verra, hein. Mais il y a moyen que ce soit Bonnie qui ait l'autorité sur le Sbire. Et pour tous les autres, il y a moyen que Vegapunk leur ait donné ait fait quelque chose. S'il a fait pour les pacifistas un moyen d'enlever le contrôle, je pense qu'il y a moyen qu'il l'ait fait aussi pour les Sbires. Enfin, pour les séraphins. Donc, à voir si ça va se réaliser ou pas. Mais faites-moi confiance, il y a moyen que. Déjà, elle, tu vois, le séraphin de Hancock, Snake, elle peut rien faire contre Luffy. Je pense qu'elle peut pas se battre contre Luffy. Je veux dire, le bébé Donc, il y a Mihawk, plein de trucs bébé qui fait Hancock que. et Petit Quanti, ils sont vraiment Et Zoro, par rapport au séraphin de Mihawk, il va faire en sorte de le battre juste pour la symbolique. Donc, enfin, redoutables. s'ils devaient s'affronter, pour moi, Zoro devrait gagner juste pour la symbolique. Du coup, il y a beaucoup de chances pour que le séraphin soit pas des ennemis concrets, tu vois. Ça tient tête à des empereurs, donc pourquoi pas tenir tête à Tsumade? Parce que ça y est, il y est, hein. Parce que sinon, il dit bonjour ailleurs, que l'ordinateur il est à deux côtés. Dans aucun monde, l'Itsumade n'arrive pas à arrêter le message en 6 minutes. Donc, il y a besoin forcément de quelqu'un pour l'arrêter, et on a très hâte de savoir, parce que le rôle du robot géant, est-ce que ça va peut-être d'être de frapper un oiseau? Je suis pas sûr. De la prend vo- sa lance. Il fait comme ça là. sur C'est l'oiseau. incroyable. Mais ce robot-là, ce serait surtout l'héritier de la volonté de Vegapunk qui, avec le Vega Force 1, qui était le robot sauveur de l'humanité, on vous le dit à chaque chapitre, pourrait être celui qui va aider les géants et les Mugiwara à partir sur l'île. Parce que ce géant, il est 2 fois au moins minimum plus grand qu'un géant classique, c'est les marines qui le disent dans ce chapitre. Et avec ses cornes, il vous rappelle rien. Moi, il me rappelle les tireurs de continents, de robots odds en réalité. Hein. Les démons, odds. C'est trop marrant parce qu'on a dit exactement la même chose. Je sais pas, je me suis dit, imagine les gars, c'est un pacifista d'il y a 800 ans et c'est juste un pacifista ouais, d'un tireur de continent, tu vois. Un cyborg même, un peu comme Kuma. Pas comme un pacifista, mais plus comme Kuma, tu vois. Quoique tous les pacifistas sont des clones, donc... Junior, Kaido, Yamato. Parce qu'on sait que les tireurs de continents vivaient il y a au moins plus de 800 ans. Donc peut-être que finalement l'armée antique se basait sur ces modèles-là, expliquant les cornes, expliquant la grandeur, expliquant pourquoi chez Ishiroda les tailles ça importe autant et que plus c'est grand, plus c'est fort et plus c'est fort, plus ça peut sauver l'humanité. Au final, tout ce qui peut sauver encore Egghead est artificiel, que ce soit les séraphins ou le robot géant. Car le temps presse, il ne reste plus que 6 minutes avant que le message de Vegapunk soit diffusé. Plus que 6 minutes avant que le monde change à jamais. Ok, parfait, on va pouvoir discuter. En plus, j'avais hâte. Alors, on fera la petite analyse juste après. Mais les gars, là, j'ai un petit truc à dire par rapport au message. Je pense que Vegapunk, il l'a prévu. Parce que dans les premières phrases du message, il le dit, on peut pas le laisser 1 heure parce qu'il y a sûrement des gens qui voudront l'arrêter, tu vois. Et du coup, on a déjà théorisé sur le fait que le cerveau de Vegapunk, il y a moyen qu'il se trouve plus à Egghead. Et qu'il se trouve quelque part d'autre. Tu vois. Et qu'il ait prévu ça avant sa mort parce qu'il le savait. Tu vois. Déjà, il savait qu'il allait mourir. Donc, il aurait pu faire certains changements pour déplacer son cerveau et faire en sorte de le mettre en sécurité pour que tout son savoir soit sauvegardé. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on a le message qui dure donc 6 minutes. Et c'est vrai que là, actuellement... comment il va faire? Je veux dire, c'est quasiment impossible. Déjà, le dôme, il va bientôt être ouvert parce qu'il faut que tout le monde puisse s'enfuir, tu vois.
Et c'est bizarre qu'ils l'ont pas déjà ouvert, parce que Lilith est là-haut, quasiment tout est prêt, il manque que Zoro et Jinbei. Et ils sont toujours en mode de... Bah, on attend que le dôme s'ouvre, tu vois, parce qu'ils peuvent pas passer sinon, tu vois. Donc pour moi, il va bientôt s'ouvrir, sûrement dans le prochain chapitre. Et la fuite des Mugiwara va pouvoir commencer. Ensuite, le robot, l'intérêt du robot. Qu'est-ce que pourrait faire le robot? Donc c'est vrai qu'au début, on voyait bien le robot transporter le bateau, le mettre dehors, etc., etc. C'est quelque chose qui est carrément possible. Mais il y a un autre truc qui me fait penser à ça, c'est que, en fait, le robot, il a vraiment une dent contre le gouvernement mondial. Il les déteste, tu vois. C'est son but il y a 200 ans, c'était de détruire Marijoa, de détruire les Gorosei, de détruire les Tenryubito, tu vois. Et ça, il le faisait pour Joy Boy, pour la guerre du siècle oublié. Donc quand on prend ça en compte, on se dit, là, s'il voit les Gorosei, pour moi, la première chose qu'il va faire, c'est combattre avec. Moi, je le vois trop comme ça. Je vois trop l'utilité du robot pour pouvoir survivre, pardon, faire en sorte que tout le monde puisse survivre et s'enfuir. Lui qui reste pour se sacrifier en attendant la fin. Mais bon, après, je pense il va juste pas être chargé et il va s'éteindre tout seul. Je pense pas qu'ils vont pouvoir le détruire parce qu'ils l'ont pas détruit il y a 200 ans, tu vois. Ils auraient pu facilement appeler un amiral, ils auraient pu facilement appeler autre chose, tu vois, je sais pas moi, se transformer, faire ce qu'ils veulent, tu vois, chevalier divin, tout ce que tu veux, et pourtant il a toujours été vivant au final, donc avoir l'intérêt que ce robot pourrait avoir pour la fin du manga. Donc pour petit résumé, si on doit résumer tout ce qu'on a dit sur One Piece, là, sur la petite vidéo du Mon Corvo, il y a eu quand même pas mal de trucs intéressants. Donc, Joy Boy et Nika, est-ce que c'est la même personne? Vous connaissez mon avis. Je trouve que ce serait plus habile de la part d'Oda de faire deux personnes différentes, sachant qu'il les a présentés à deux moments différents, qu'il les a présentés de deux manières différentes. Est-ce que c'est deux manières différentes de voir la même personne, ou est-ce que c'est deux personnes différentes? Surtout que le fruit du démon que Luffy a mangé, c'est un fruit du démon qui est là depuis très longtemps. On l'a appris, je sais plus c'est qui avait dit ça, j'arrive plus à savoir si c'est Vegapunk ou si c'est le Gorosei qui a dit que ce fruit s'était pas éveillé depuis plus de 800 ans. Donc si il s'est pas éveillé depuis 800 ans, ça voudrait dire que la personne qui a mangé le fruit il y a 800 ans et qui l'a éveillé, potentiellement ce serait Buggy. Et si on prend ça en compte, on peut comprendre et théoriser sur le fait que le fruit du démon de Nika existait déjà. Est-ce que la légende de Nika est née il y a 800 ans ou pas? Je pense pas. Parce que là, c'est un fruit de type mythique, type mythologique, donc ça raconte l'histoire, etc., etc. Je sais pas trop. En tout cas, moi, je reste sur mes positions pour l'instant. Je pense sincèrement que Nika et Joy Boy sont deux personnes différentes. Je le dis depuis très longtemps et je vais rester sur ça parce que c'est ce que je préfère penser. Je trouve que c'est plus habile de la part d'Oda de le faire comme ça que de faire plusieurs noms de perso pour la même personne juste pour essayer de nous perdre alors que ça nous perd pas du tout, tu vois, ça nous perd vraiment pas du tout. Pour moi, Nika est vraiment un dieu de l'époque ancienne, tu vois, à l'époque des démons, à l'époque de la création des démons, tu vois, il y a plus de 2000 ans, j'ai envie de dire. Parce que là, on est quoi, à l'ère 1500? Je pense, ouais, c'était ça, l'année 0, la création des dieux, enfin plutôt des humains par les dieux, etc., etc., tu vois. Moi, je pense que je le vois plus comme ça. Donc ensuite, on a parlé vite fait de Shirayoshi et du réveil du robot, comme quoi la voix de toute chose pourrait être celle du robot. Je vais vérifier les cases, parce que ça, c'est une bonne information si elle est vraie. Mais je suis pas sûr. Je sais pas pourquoi je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ces cases sont utilisées uniquement pour désigner la voix de toute chose. Il me semble qu'on l'a déjà vu potentiellement bien avant, tu vois. Peut-être dans des souvenirs, dans des trucs et tout. Faut vraiment que je vérifie, tu vois. Mais si c'est vrai et qu'ils ont raison, masterclass, parce que ça nous donnerait une information légendaire. La voix de toute chose, elle n'est pas donnée à n'importe qui. C'est quelque chose de plus rare que, par exemple, les G ou quelque chose comme ça, tu vois. Genre, même tous les G, ils peuvent pas entendre la voix de toute chose, tu vois. Parce qu'on a vu Trafalgar Law qui était là pendant que Zunisha parlait, etc. Et pourtant, il a pas entendu Zunisha, tu vois. Donc, à voir.
Ensuite, on a parlé donc de l'arbre du démon. Donc ça, c'est une théorie qui fait pas l'unanimité. Est-ce que l'arbre d'Ève, donc l'arbre des fruits du démon potentiellement, et l'arbre qui est en haut de Marie-Joie, est-ce que c'est l'arbre où vivaient tous les peuples? Ça, j'ai du mal à y croire, mais par contre, je pense sincèrement que cet arbre a un intérêt et qu'il y avait bien et bien un peuple qui habitait là-bas. Après, de là à dire que tous les peuples habitaient là-bas, putain, c'est pas le problème, c'est que c'est pas impossible parce que je cherche des arguments de taille qui pourraient contredire clairement cette théorie, mais pour l'instant, j'en ai pas, tu vois. J'en ai pas des concrets. Mais c'est pas impossible que ce soit quelque chose autre que ça. On a parlé aussi de Imsama qui pourrait être un démon de la mer, contrôlant les mers, entre guillemets. Et du coup, c'est la raison pour laquelle les fruits du démon, les gens puissent pas nager après les fruits du démon, etc. etc. Ça, c'est des choses à voir, pareil, hein, c'est exactement la même chose. Est-ce que les fruits du démon... c'est comme pour le Gorosei, est-ce que le Gorosei a cette faiblesse ou pas? Je pense qu'ils n'ont pas cette faiblesse, mais après, c'est que mon avis. Et potentiellement, Imsama pourrait être le démon, entre guillemets, de la mer, tu vois, en mode... elle qui contrôle les mers, elle... l'énergie de la mer, tout ça, tu vois, qui ferait en sorte que que tous les gens qui mangent un fruit du démon soient sous son emprise, entre guillemets, parce qu'elle représente la mer. Voilà, je pense que je pouvais pas mieux expliquer. Donc ensuite, il y avait la petite référence par rapport à Laputa, là, le film de Miyazaki, Le Château dans le ciel. D'ailleurs, les poneglyphes, les cubes avec les récits anciens viennent de ce film. Je sais pas comment il s'appelait dans le film, mais en tout cas, c'est vraiment la même chose des cubes et tout qui représentent un savoir antique. Il y a aussi des robots géants et tout. Je trouve ça hyper bien fait d'avoir fait ça parce que les références sont tellement belles. Déjà dans le film, c'est magnifique, mais là, le fait de le faire dans One Piece, c'est encore mieux. Ça rajoute vraiment quelque chose de fou. Donc, est-ce que le robot géant va être un peu le robot annonciateur ou peut-être révélateur, hein, qui va révéler un petit peu les secrets du siècle oublié, etc. Ça, c'est quelque chose de possible, il faut le garder en tête. Parce que c'est vrai que le robot géant a des informations. S'il connaît Joy Boy, il connaît le siècle oublié, il connaît la guerre de la fin du manga, enfin, la guerre de la fin du siècle oublié, il connaît énormément de choses. Il connaît sûrement l'origine des Tenryubito, vu que c'était les ennemis, il doit savoir d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait. Donc, est-ce que le robot géant va pouvoir donner pas mal d'informations? C'est possible. Si on prend en compte la position du robot géant par rapport à la position de Luffy et de Sanji et de l'autre partie de l'équipage, je pense que Luffy pourrait tomber sur le robot géant. Et s'il reste en mode Nika, peut-être que quelque chose pourrait se passer. Donc à voir. Ça pourrait être pas mal. Peut-être que justement le robot géant pourrait réagir à ça et se dirait en le voyant, ok, c'est donc lui l'homme que tu attendais, Joy Boy. Et après, bam, il part au charbon pour aller retenir les Tenryubito. Ouais, les Tenryubito, tant bien que mal. Ensuite, pour la révélation du message qui est hyper importante et que en fait, limite, on s'en fout maintenant. Il y a tellement d'informations que limite, là, on se dit, ouais, mais c'est pas très important. Et pourtant, si, c'est vrai que la révélation du message, pour moi, est la chose peut-être la plus importante. On sait toujours pas ce que c'est. On sait toujours pas si c'est la révélation des origines du Gorosei. Pour moi, ça se joue entre ça et ça. Soit la révélation des origines du Gorosei, soit la révélation en rapport avec le siècle oublié et potentiellement le nom du royaume ennemi des dieux. Et peut-être que peut-être que le nom du royaume va nous donner la réponse à ce que sont les dits. Peut-être que dans les prochains chapitres, les gars, faut bien prendre ça en compte, parce que peut-être que dans les prochains chapitres, ça y est, le mystère des dits, ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini, on sait ce que c'est, on sait ce que ça représente, etc., etc. Si le nom du royaume a été teasé il y a très longtemps, hein, c'était l'époque d'Ohara, donc Enies Lobby, hein, ça doit faire plus de 20 ans facile, hein. Je pense que One Piece était l'épisode 300, donc là on a l'épisode 1100 bientôt.
Ouais, je pense que ça fait, je dirais pas 20 ans, mais pas loin, tu vois. Je dirais 2006, 2005, 2006. Donc quand on a ça en tête, on se dit, ouais, mais c'est une masterclass en fait. En fait, là, le nom du royaume a été annoncé en 2006, et là, potentiellement, on va l'avoir, le nom du royaume. Si je dis ça, c'est parce qu'on a des infos par rapport à ça. Et potentiellement, le nom du royaume, il y a une révélation juste dans le nom du royaume. Parce que le docteur Clover, pour rappel, a été tué juste avant de dire ce nom. Donc je pense que ça a un intérêt très très fort, et que quand tu vas dévoiler le nom, il y aura sûrement potentiellement une référence à une culture dans notre monde, tu vois, IRL, et qui pourrait nous donner énormément d'informations sur l'inspiration qu'Oda a eue par rapport à ça. Donc voilà les gars, il y a plein de trucs qui arrivent. Je pense que j'ai fait le tour, hein. Après le reste, on en a discuté. On n'a pas discuté de Kizaru, de la marine, etc. Mais bon, je pense qu'on a discuté assez. Kizaru, il va se reposer un petit peu. Je pense qu'il ferme les yeux sur ce qu'il est réellement. Pour moi, c'est quelqu'un de bon, entre guillemets. Et qu'en fait, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et lui, il pense faire le bien en écoutant et en étant obéissant comme un bon soldat, comme des soldats réels. Si vous allez dans n'importe quelle guerre, les soldats, ils obéissent et font des ordres abjects parce qu'ils doivent le faire, tu vois. Et qu'après, souvent, très souvent, les gars, les soldats, ils finissent très mal parce que ils savent que ce qu'ils ont fait, c'est traumatisant déjà pour eux, et que c'est pas forcément la justice dont ils rêvaient, et qu'au final, leur action aura pas changé le monde en bien, entre guillemets. Des fois, c'est des guerres d'intérêt, des guerres de territoire, des guerres de contrôle, des guerres de ressources. Souvent, c'est ça les guerres d'aujourd'hui. Donc, un soldat, malheureusement, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que la plupart des soldats, à un moment donné, soit ils arrêtent, soit ils changent, mais ouais, la plupart des soldats, malheureusement, si c'est pas leur fin sur le champ de bataille, ce sera... ils vont souvent... pour moi, il y a plus de soldats qui arrêtent leur activité que qui continuent, tu vois. Parce qu'après, tu peux continuer, tu peux grimper en grade, faire des trucs et tout. Mais voilà, vous avez mon avis par rapport à ça. Mais voilà, on a parlé. Pour moi, on a fait le tour. Là, on a fait le tour. Là, je vais lire vos petits messages, parce que je vois que vous avez fait une espèce de top 10, c'est ça? Un petit classement? Ouais, c'est ça, un petit top 10. Donc, on va lire ça. Il y a même Tonton Bar. Si t'es chaud, mate ton Twitter. Je t'ai mentionné. Vas-y, tu sais quoi. Pendant que je vais lire le petit message de Théo, on va faire ça. Après, on s'arrête sur le live. J'avais pas vu, il est hyper tard. Donc voilà, en tout cas, c'est fini pour la vidéo analyse du Bon Corvo. Les gars, merci d'avoir suivi. Nous, on passe vite fait sur la suite par rapport aux petites théories, aussi au top 10 et tout. Et on se retrouve très bientôt. Donc voilà, pour la team YouTube, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir suivi. Merci pour tous ceux qui s'abonneront, qui donneront un peu de force, et qui participeront au développement de la chaîne via la nouvelle fonctionnalité que je vous ai mis juste en bas là. Donc merci les gars, ça fait grave plaisir.